Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut Benoît. Bon, c'était quoi cette musique-là? Je ne sais pas, mais j'aime ça. C'est comme énigmatique, Oui. mystère et cochon. Oui, c'est vrai, j'avais quand même une sorte de petite touche érotique. Hey, 3 adjectifs qui correspondent à Christian Page. Ah. Bon, ok, c'est correct. Dis donc, il y a beaucoup de critiques sur Internet. Il y a la fausse sceptique qui s'en prend à toi. Qu'est-ce qu'il y a encore de chicane? Oui, en fait, c'est vrai, Benoît. Moi, j'ai quitté en fait le milieu de l'investigation sur le terrain en 1995. Et la raison pour laquelle j'ai quitté, c'est parce que j'étais tanné un peu de toutes les guerres intestines qui se font sur le terrain. Il y a deux choses et aujourd'hui, j'essaie de rester beaucoup plus calme. Ce que je n'aime pas, c'est l'ignorance et la stupidité. Et quand c'est combiné ensemble, ça me fait sortir un peu de mes gonds, je dois l'avouer. Mm-hmm. Et il y a quelques semaines, des amis m'ont contacté, ils m'ont dit, voici une adresse, Christian, une adresse Internet, mais vas-y pas. Tu n'aimeras pas ce que tu vas y lire. Ben oui. Évidemment, comme un enfant, dès qu'on a un interdit, on y va. Et ce que j'ai trouvé, c'était effectivement le site, c'était un blog, donc un échange de l'Association des sceptiques du Québec. Une organisation qui, je l'avoue, je le cache pas, je hais viscéralement. Et pourquoi? Parce qu'à plusieurs reprises, j'ose imaginer que dans cette organisation, il y a des gens qui ont des commentaires ou des commentaires ou des réflexions posées, éclairées. Mais malheureusement, toutes les fois où j'ai eu affaire à cette organisation-là, j'ai dû croiser le fer avec des individus d'une ignorance là, qui était terrifiante quasiment, et ces gens-là se présentaient comme des sortes de pourfendeurs du paranormal, les tenants d'une vérité absolue, presque dans des campagnes apostoliques, là, on va vous imposer la vérité, nous on l'a, et moi je te cacherai pas que les gens qui ont la prétention d'avoir la vérité, ils me font un petit peu, là, je vais passer le caractère gras, là, tu sais, donc. Et là, je tombe donc sur ce site. Et ce que je trouve, c'est effectivement, donc, on casse beaucoup de sucre sur mon dos par rapport à ce qui est dit ici à l'émission. En fait, on t'accuse également par la bande de me laisser dire à peu près n'importe quoi parce que tu te fais du capital d'un audimat. C'est vrai. Bon, et voilà. C'est vrai. Tu vois, moi, je m'obstine même pas. Le pire, c'est que je les ai invités souvent, les sceptiques du Québec. Tu sais, c'est un peu con d'attaquer, mais bref. Voilà. Enfin, et l'un d'entre eux, en fait, et c'est à lui aujourd'hui que je voulais m'adresser, en fait, et il se cache évidemment sous un pseudonyme Archiloc, et à toutes les Archiloc, c'est le nom qu'il s'est donné, l'intervenant, et toutes les 2 ou 3 interventions, il revenait, et là, il me traitait de zozo, ça revenait souvent, zozo, illuminé, et évidemment, et dans certains cas, c'était presque ordurier, le discours qui était tenu. Mais aujourd'hui, on va faire œuvre d'éducation, parce que ce monsieur-là, ce qu'il fait, en fait, ses commentaires traduisent une ignorance absolue par rapport à la parapsychologie. Mais est-ce qu'ils ont déjà essayé de te contacter, de t'interviewer, de permettre de donner ta version des choses? Pas vraiment. Non. Pas vraiment. Okay. Alors, en fait, ce que ce monsieur Archiloc, en fait, il semble faire de l'urticaire depuis une intervention qu'on avait fait ici, et je vais revenir un peu là-dessus parce que pour que les auditeurs comprennent de quoi il est question, on avait discuté il y a quelques semaines de l'intervention de médiums ou de clairvoyants dans les investigations policières et même dans le cas de l'armée pour faire de l'espionnage, tu te rappelles? Mm-hmm. Et ce que j'avais mentionné, c'est que dans le cas des investigations policières ici au Québec, on avait un cas très particulier. Je rappelle les faits. 1984, 3 jeunes enfants disparaissent de la région de Montréal. Anton Lubin, Sébastien Métivier et le petit Maurice Vien. Et dans les jours qui vont suivre, ce sont 3 bénévoles qui vont être conduits sur les lieux où se trouve le corps de Maurice Vien. Et ces 3 bénévoles-là vont retrouver le corps de Maurice Vien suite aux indications que leur ont fourni un médium. Donc, c'est quand même assez spectaculaire. Là, c'est pas le médium a raconté ça après coup. Non, les gens sont arrivés là, ils ont trouvé le corps de Maurice Vien. Quand les policiers de la SQ sont arrivés, les ont interrogés. Pourquoi vous êtes-vous rendus à cet endroit-là? Ces gens-là ont dit, on est venu ici parce qu'un médium nous a dit de venir. C'est le médium qui l'a tué? Donc, et voilà, immédiatement, la première chose qui vient à l'esprit, c'est que les médiums, la seule personne qui peut savoir où se trouve le corps de l'enfant, c'est l'assassin. Donc, on comprend que les policiers de la SQ ont été un peu interrogés par cette histoire-là du rôle du médium. C'est un cas assez unique. Et je t'ai amené ici parce qu'au cas où on décidait encore de me casser du sucre sur le dos. Tu vois ici, j'ai les documents de la SQ et je vais nommer des noms parce que là, évidemment, on dit tout le temps, ils nomment pas de noms. Là. Je vais nommer ces noms parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, la plupart sont à la retraite. Il faut dire que les 3 bénévoles, il y avait Yvan Gagnon, qui est un hypnothérapeute de la région de Québec, il y avait sa compagne, et il y avait un policier qui était ce jour-là en congé, qui était Steve Lynch. Ça, ce sont les 3 bénévoles qui ont trouvé le corps du petit Maurice Vien. Immédiatement, lorsque l'histoire du médium a été connue, j'ai ici un document, les policiers qui ont été chargés, c'est un document de la
m'excuse, les policiers qui ont été chargés d'enquêter sur cette histoire de médium, c'est les policiers Yvan Drouin et André Massicotte, et ça a été fait à la demande du sergent Jean-Claude Roy. Donc, si aujourd'hui je peux te montrer ces documents-là, c'est parce que non seulement ces gens-là sont à la retraite, mais parce que aussi, généralement, entre 2 émissions de radio, moi, j'essaie de vérifier des informations, de faire un petit peu d'enquête, plutôt que de me réfugier sur des blogs, à cracher mon venin sur des gens que je ne connais pas. Donc, ces documents, ils existent, ils sont là. Les policiers ont enquêté sur cette histoire de médium. C'est vrai, c'est un cas qui est à peu près unique en Amérique du Nord, sinon même au monde, où un médium a conduit directement des bénévoles sur les lieux d'un crime. C'est un cas exceptionnel. Il peut s'agir d'une simple coïncidence, une extraordinaire coïncidence, mais le cas, il est là, les documents existent, il suffit de les consulter pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, notre ami M. Archiloc, là, voilà, il faudrait qu'il fasse un petit peu d'enquête plutôt que de casser comme ça du sucre sur mon dos. Autre affaire qui l'avait beaucoup interrogé, j'avais parlé de l'affaire, dans la même émission, on avait parlé du projet Stargate. Pour les auditeurs qui nous écoutent, Stargate, c'est ce projet qui a duré à peu près 20 ans au sein de l'armée américaine, où on a utilisé des clairvoyants et des médiums pour faire de l'espionnage. Le résultat de cette investigation a été publié en 1995 dans un document, encore une fois, que je t'amène ici, c'est le projet Stargate. Au moment où le document a été présenté en 95, on a remis les résultats de Stargate, de ces 20 ans d'analyse et d'études, on les a remis à 2 personnes, une femme qui s'appelait Jessica Hutz, qui est professeure de statistique à l'Université de Californie, et un dénommé Ray Hyman, qui est professeur émérite de psychologie, je crois, à l'Université de l'Oregon. Personnellement, il faut dire que Jessica Hutz croit à l'existence des phénomènes paranormaux, alors que le Dr Hyman est membre de l'Association sceptique américaine. Lorsque ces documents en 95 ont été publiés, on a demandé à ces gens-là de faire une analyse de ce qui avait été fait, de tirer des conclusions. Les deux, Hyman et Jessica Hutz, ont reconnu qu'il y avait, dans les données de Stargate, des anomalies statistiques. Pour Jessica Hutz, ces anomalies statistiques prouvent sans l'ombre d'un doute l'existence de la perception extrasensorielle. Alors que pour le professeur Hyman, en bon sceptique, il a joué la carte de la prudence en disant « c'est vrai qu'il y a anomalie statistique, mais comme je n'ose pas pour l'instant prétendre que l'existence des pouvoirs psy existe, je préfère croire qu'il y a eu un problème dans la collecte des données. » C'est jouer la carte de la sécurité. En fait, c'est comme se mettre 3 condons, là, mais c'était quand même de bonne guerre. Dis ça à Julian Assange, c'est ce qu'il aurait dû faire d'ailleurs. Donc, mais c'était de bonne guerre. Et quand j'ai mentionné à l'émission, j'ai dit les sceptiques ne parlent jamais du projet Stargate, ils n'en parlent pas parce qu'il n'y a rien à dire, tu comprends? Donc, on a des données statistiques sur lesquelles même les sceptiques ont reconnu que les données statistiques existaient. Alors, notre ami Archiloc devrait consulter les documents avant de faire n'importe quelle bêtise et mentionner n'importe quoi. C'est un autre sujet sur lequel il t'attaquait. En fait, il m'attaquait là-dessus. Et en fait, ce qui l'a beaucoup choqué, c'est que lorsque j'ai parlé de ça, j'ai dit le problème dans ces démonstrations sur le terrain, c'est qu'on a toujours l'impression que le paranormal fonctionne mieux à l'extérieur du laboratoire que dedans le laboratoire. Alors ici, je voudrais immédiatement faire une mise au point, Benoît. En un siècle à peu près de recherche en parapsychologie expérimentale, écoute-moi bien, là, en un siècle de recherche en parapsychologie expérimentale, on n'a jamais prouvé scientifiquement l'existence de la perception extrasensorielle. Donc, si quelqu'un venait ici sur ce plateau te dire la télépathie, la clairvoyance a été prouvée scientifiquement, cette personne-là te ment. La seule chose qu'en un siècle de recherche en parapsychologie, on a pu démontrer, c'est qu'il y avait des anomalies statistiques. Et ces anomalies statistiques étaient encore plus marquées lorsque, dans des expériences de télépathie, par exemple, on prenait des gens qui avaient des affinités entre elles, un couple ou une mère et sa fille, etc. Donc, en laboratoire, on a démontré des anomalies statistiques. Au mieux, on peut dire que la perception extrasensorielle a été prouvée par des anomalies statistiques sans plus. Dans le sens que d'une pièce à l'autre, on découvre le nombre de cartes. Voilà, exact. C'est bon. Donc, et ça, c'est la seule chose qu'on peut faire en laboratoire. Toutefois, quand on regarde dans la vraie vie, quand on regarde les anecdotes qui sont rapportées sur le terrain, on a l'impression que les phénomènes psy, les phénomènes de perception extrasensorielle, fonctionnent beaucoup mieux en dehors du laboratoire. Et c'est ce que j'ai mentionné. J'ai dit, ça fonctionne mieux en dehors du laboratoire que dans le laboratoire. Ce qui m'a valu d'être qualifié de zozo, d'illuminé ou de n'importe quoi. Alors ici, faisons immédiatement la mise au point. Pourquoi c'est comme ça? En fait, il y a 2 approches. Il y a une approche, disons, négativiste, de dire, ça fonctionne mieux en dehors du laboratoire. C'est vrai, c'est ce que rapporte la littérature. Pourquoi?
parce que les clairvoyants, les médiums sont tous des faussaires et tous des escrocs. Et évidemment, c'est plus facile de duper les gens dehors du laboratoire que dans un contexte rigoureux de laboratoire. C'est une approche négativiste qui est tout à fait légitime. Hein, on s'entend bien, c'est légitime de croire ça. Il faudrait encore le prouver, mais c'est légitime et c'est bien sûr la position derrière laquelle se rangent les associations sceptiques. On a une approche, elle, que je dirais positiviste. C'est-à-dire, c'est celle que partagent les parapsychologues, c'est de dire, si ça fonctionne mieux en dehors du laboratoire que dedans le laboratoire, pourquoi est-ce ainsi? Ben, peut-être, je dis bien peut-être, c'est la théorie, c'est l'hypothèse de départ, peut-être parce qu'on travaille avec du matériel humain. Nous sommes tous humains, tous tributaires de nos émotions. Et par exemple, Benoît, si tu te lèves le matin et t'apprends que ta petite dernière est malade, tu as eu des mots avec ta compagne, tu vas moins bien performer dans ta journée. Combien d'entre nous, par exemple, également, vont dire, je performe moins bien, moi, quand mon patron, il est juste au-dessus de mon épaule puis il regarde ce que je fais. Hein? Combien de fois on a entendu des collègues de travail dire, je suis pas capable de travailler comme il faut dans un contexte comme ça. Les parapsychologues émettent l'hypothèse, est-ce que les phénomènes parapsychiques de perception extrasensorielle fonctionneraient mieux en dehors du laboratoire à cause d'un contexte émotif? On le comprend bien, c'est beaucoup plus favorable, beaucoup plus émotif pour un médium d'accompagner des policiers sur une scène de crime, d'assister au désarroi de la famille qui ont perdu, par exemple, un être cher dans ce crime-là, que de se retrouver dans un laboratoire complètement aseptisé avec 3 électrodes sur la tête et un laborantin qui tape du pied en espérant que l'on performe. Dans la même catégorie, on pourrait placer les expériences dites spontanées. Donc, cette dame qui est en train de faire sa lessive et puis soudain, à 3 pâtés de maison de là, sa fillette est renversée par une voiture. Au même moment, elle sent un trouble, elle sent un vertige, elle sait d'instinct que quelque chose s'est produit, que sa fille est en danger. Évidemment, tu l'as bien compris, c'est une anecdote, c'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire en laboratoire. Et si on avait seulement 2 ou 3 anecdotes de ce type-là, on pourrait dire, bah, c'est du hasard. Mais quand on parle de parapsychologie, on parle ici de centaines de milliers d'anecdotes du même genre. Si on n'en avait que seulement que la moitié qui soit vraie, ça serait déjà beaucoup. Donc, l'approche des parapsychologues, c'est de dire, peut-être que ce contexte, cet environnement émotif va permettre l'éclosion de phénomènes psy, et c'est peut-être pourquoi ça fonctionne mieux en dehors du laboratoire que dedans le laboratoire. Très bien, on s'arrête un instant. Tu sais, moi, je peux pas performer. Par exemple, là, si tu me regardes en train de faire pipi, j'y arriverai. Je comprends. Je sais pas, hein, c'est un traumatisme. Ah oui, moi aussi. On se comprend tellement bien. Christian Page est avec nous, on revient après la pause. Christian Page est avec nous, puis il est en tabarouette. Il est en sacramouille. Puis là, c'est correct, les sceptiques, ou on continue? Ah, on continue. Ah, oui, parce que il y a comme 2-3 volets. Donc, mais là, il saigne du nez, là. Bon, là, on a bien compris. Okay, on a bien compris, je le répète. Les phénomènes paranormaux fonctionnent mieux en dehors du laboratoire que dedans le laboratoire. 2 raisons possibles. Ou bien parce que les médiums sont des fraudeurs, ce qui est légitime de croire, ou bien parce qu'il faut un contexte émotif pour permettre l'éclosion de ces phénomènes, ce qui est possible aussi. On le comprend bien, la deuxième hypothèse me paraît plus fertile. C'est l'hypothèse à laquelle moi j'adhère, donc l'hypothèse de l'environnement émotif. Évidemment, je peux me tromper. Les parapsychologues peuvent se tromper, mais il faudrait peut-être leur dire aussi, les sceptiques aussi peuvent se tromper. Hey. Bon, surveille ce que tu dis. Fais pas ton smart. Les tenants de la vérité, là, voilà. Mais tu sais que moi, je suis d'ailleurs du côté des sceptiques. Oui, et moi quand aussi, je vois la table monter, là, dans l'émission de Madame Lacroix. Rencontre paranormale, là, tu sais. Puis je me dis, elle monte toujours du même bord, puis le monsieur, il a une main derrière la tête, puis elle monte encore. Ouais, c'est inquiétant. Tu te dis, il est à manger ou il y a un truc. Ouais, c'est inquiétant. C'est ça. Mais tu sais, Benoît, moi, de mon côté, je me définirais davantage aussi comme un sceptique. En fait, j'ai une mauvaise position. Ici, au Québec, faut pas se le cacher. Je suis à peu près le gars le plus détesté. Parce que je suis toujours trop croyant pour être sceptique ou trop sceptique pour être croyant. Mais j'aime bien me définir comme un sceptique si le scepticisme, c'est de dire je vais réserver mon jugement et je vais enquêter. Mais moi, là, ce monsieur Archiloque, là, qui est continuellement sur mon dos,
Évidemment, il ne mentionne pas c'est quoi ces investigations qu'il fait, là. Autre élément. Mais faut pas que tu lui donnes trop de crédibilité, ni trop de publicité, là. Non, et je ne le referai pas non plus. Je le fais aujourd'hui. Je me dis, aujourd'hui, on approche Noël. Ben oui. Je me fais mon petit cadeau, là, quand même. D'accord. Donc, je me fais mon petit cadeau. On va te l'emballer. Je dis, OK, on va comme crever cet abcès-là. Ouais, je comprends. Je me décris moi-même comme un sceptique et je pense, et heureusement, je pense que les gens qui nous écoutent également ne mangent pas tous de ce pain-là. Je pense que les gens sont capables de comprendre que j'essaie de présenter une version assez neutre du paranormal. Je prends pas position, moi, par rapport à tout ça. Je ne dis pas ça, il faut absolument croire ça ou ça, c'est faux. J'essaie de regarder l'information qui est disponible et on essaie de faire un tri là-dedans. Dans certains cas, on n'a pas d'explication. Bon, tant mieux. Mais ce sont des histoires qui existent. Ce sont des histoires qui existent. Ce sont des investigations que l'on peut faire, qu'on peut vérifier. D'ailleurs, dans le cas de Stargate, simplement de mentionner que les données statistiques ont été ensuite reprises par un parapsychologue français, Mario Varvoglis, que j'ai rencontré il y a quelques années, et eux n'ont pas trouvé d'anomalie dans la collecte des données. Donc, les anomalies statistiques soulevées à l'époque en 95 pour le projet Stargate perdurent encore aujourd'hui et on ne sait toujours pas qu'est-ce qui fait que ces anomalies existent. Est-ce que c'est la preuve qu'on est en présence d'un phénomène psy ou bien est-ce qu'il y a eu un problème quelque part? On l'ignore. Autre élément aussi qui semble beaucoup être un élément de questionnement, c'est qui est Christian Page? Donc, pendant 3 pages, on s'interroge, Christian Page est-il un journaliste devenu ufologue ou un ufologue devenu journaliste? Quelle grande question existentielle. C'est vrai, on se pose la question, nous aussi. Quand j'étais jeune aussi, Benoît, j'ai travaillé dans une industrie où on changeait des pare-brises sur des voitures. J'ai été également barman. Alors, c'est quoi le problème? Suis-je un barman devenu journaliste passé à l'ufologie ou un ufologue devenu barman avant de passer au journalisme? Écoute, ce que je sais, c'est que je t'ai vu au party de bureau hier, là, pis t'es pas un barman, t'es pas un barcanema. Le gars, il part à 8h15. Un méchant numéro. Ouais. Donc, tu vois, c'est un peu ça. Mais d'un autre côté, bon, maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, il faut quand même redonner à César ce qui est à César, c'est-à-dire l'existence de groupes ou d'associations sceptiques a quand même son bon côté. Et moi, je pense que ce que ça l'a permis de faire, ça l'a forcé les gens qui enquêtent sur le domaine du paranormal à être plus critiques, parce qu'évidemment, quand on présentait n'importe quoi, évidemment, on prêtait flanc à la critique et des associations. Lorsque l'approche est présentée de façon rigoureuse et documentée, moi, j'ai pas de problème à discuter d'un point de vue sceptique s'il est documenté. Et je pense que dans certains cas, ça l'a permis à certains ufologues ou amateurs de phénomènes paranormaux de revoir leur position, de revoir leurs données et de prendre une position un peu plus réservée. Et ce, parce qu'ils se sont fait, comme on dit, rentrer dedans par des associations sceptiques. Donc, c'est un peu un garde-fou que je pense nécessaire. Sauf que non, mais il y en a qui ont abusé aussi, là. Il y en a qui ont fait croire toutes sortes d'affaires au pauvre monde. Oh, mais absolument, Ils les ont extorqués. Absolument. Avec, Et c'est pour ça que je dis qu'une association comme celle-là a son utilité, un rôle. Ouais. C'est un peu, tu vois, c'est un peu comme la police, La police, on l'aime pas, la police, mais c'est un mal nécessaire en société. Donc, lorsqu'on véhicule des histoires de croyances, et souvent ce sont des histoires tout à fait fantastiques, rencontres avec des extraterrestres, perceptions extrasensorielles, voyants, médiums. On a parlé de cette table qui se soulève par enchantement. Donc, évidemment, il faut avoir une approche beaucoup plus critique et je pense qu'une association comme celle-là a son rôle à jouer. Ouais. Mais à un moment donné, il faut quand même se mettre des balises et dire, bon, commençons par regarder ce qui est dit. Mais la façon que tu le fais, Christian, là, tu critiques tout, tu évalues tout, tu remets en question tout. Absolument. Rencontre paranormale fait la promotion des événements paranormaux, nous fait croire qu'il y a des fantômes, que des fantômes existent. Et là, tu dis, hey, attends une minute, là ça marche pas. Moi, j'ai fait l'entrevue avec Chantal Lacroix, puis d'abord, j'ai pris ça pour rigoler, puis là, je me suis dit, finalement, peut-être j'aurais dû être un peu plus tough avec elle, parce que ça passe à TVA, puis ça fait, les gens vont se mettre à croire aux fantômes. Ouais, et effectivement, lorsqu'on regarde cette émission, moi, je ne prends pas position. Est-ce que les fantômes nous visitent ou non? Je le sais pas. Ça fait 35 ans que je fais ça et j'ai toujours pas trouvé cette réponse-là. Ouais. Une chose que j'ai pu constater, c'est qu'il manquait beaucoup de mesures de contrôle pour vérifier ce qui se passait. Il aurait peut-être fallu, dans l'équipe, d'avoir une sorte de magicien, un type comme Gary Kurtz, par exemple, des spécialistes de la triche, qui auraient peut-être pu découvrir qu'est-ce qui se passait. Merci, Christian Page. Ça m'a fait plaisir. Merci à Larry, à Maryse et à François. On laisse le dernier mot au Capitaine Bonhomme aujourd'hui. Les sceptiques seront. Merci tout le monde. Capitaine Bonhomme part en voyage.